Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, visite du chef de l'État à l'exposition de vernissage. Et enfin dans l'actualité internationale, Pompeo se rend au Sénégal pour le début de sa tournée en Afrique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, ont honoré ce matin de leur présence à l'exposition de peinture de l'artiste djiboutien Rifri Abdelkader Ba Makrama. Rappelant une figure de proue du milieu de la création artistique au cours de cette exposition biannuelle qui a eu lieu au Palais du Peuple, l'artiste peintre djiboutien a présenté au public divers toiles, des toiles exprimant la joie comme la tristesse de son artiste, mais plus profondément l'essence même à être humain, et d'autres toiles exposées contextualisant à chacune d'elles le changement que connaît notre pays, mais aussi le changement climatique et autres. Il convient de rappeler que depuis quelques années, M. Rifri Abdelkader Ba Makrama, une des anciennes figures de proue de la politique nationale, reconverti dans ce milieu qui est la création artistique, fait connaître les artistes visages de Djibouti dans ses toiles. Les membres du gouvernement, du Parlement, des personnalités issues du milieu artistique et intellectuel de Djibouti, ainsi qu'un public, sont venus nombreux pour cette exposition tant attendue de l'artiste comme à chaque année. L'artiste Rifri Ba Makrama a remercié le président de la République ainsi que la première dame pour leur venue, mais aussi qui encourage les artistes djiboutiennes à suivre ce schéma. Nous l'écoutons. 49 tableaux que j'ai produits cette année. J'ai sorti le must pour l'amener au niveau de cette exposition.
Elle retrace tout ce que j'ai vu, en fait. Autant les belles choses que les mauvaises choses, que la tristesse, que la joie. Et à travers ça, j'essaye de projeter mon pays. À travers ces tableaux-là, vous allez retrouver Balbala, vous allez retrouver Balho, vous allez retrouver l'énergie, le climat, la climatologie, vous allez retrouver la robotique et les enfants et Bambino. C'est un moment qui encourage aussi les artistes à aller de l'avant. Moi, je travaille pendant 2 ans, je travaille dur. Je ne suis pas présent sur les stands qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans pour essayer de montrer le mieux. J'ai horreur de faire de la médiocrité, j'ai horreur des choses qui sont bâclées. Ici, les traits, ce sont des traits. Les ronds, ce sont des ronds. C'est clair. Et donc, je ne présente le travail qu'une fois que je sens qu'il est fini. Bien que, comme un livre, un tableau n'est jamais fini. Mais il y a un moment donné où on peut dire, Wallahi, ce tableau est terminé. Notre pays a besoin qu'on voit notre pays à travers l'art. Qu'on ne voit pas simplement notre pays à travers la partie économique, mais aussi qu'on puisse le voir à travers l'art. C'est une autre vitrine touristique pour le pays, c'est une autre vitrine culturelle pour le pays. La participation des officiels et surtout du chef de l'État et de Madame la Première Dame est très importante parce qu'elle montre combien il apporte son soutien, son appui aux artistes dans ce pays-là. Et sa présence aujourd'hui, le fait qu'ils ont acheté des tableaux, etc., nous encourage, nous artistes, à aller de l'avant. Exactement. Et ça nous honore, nous sommes contents, le président est arrivé, c'est le ciment pour nous. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguelé, qui a accordé une interview, a tenu à rappeler qu'il faut des pionniers comme Rifqi Abdelkader Ben Makrama à pavé le chemin pour toute une génération, pour les inspirer et même à faire naître en eux cette passion intarissable pour l'art, un domaine qui n'est pas vraiment connu du grand public. Plus loin, le chef de l'État a tenu à rappeler que chaque toile décrit des expressions pleines de force et de vie, avec une forme parfaitement simplifiée, traduit un caractère et l'authenticité d'une perception absolue. waxa uu matalayo ama uu ka tarjumayo ama uu u jeedo ama uu doonayo inay muujiyo waan hambalyeynayna maxaan ku yiraahdaa dhalinyarada kalena inay ku daydaan waan rajeynaa. Tout à fait. Cette fois-ci, un atelier sur la lutte contre la faim et la malnutrition a été organisé par l'Assemblée nationale avec l'Organisation pour la mise en place de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et la nutrition au sein de l'Assemblée nationale. Cet objectif est contenu dans l'objectif ODD numéro 2, qui incombe à travers l'Alliance de soutenir davantage le renforcement des moyens d'action des coopératifs agricoles qui jouent un rôle essentiel dans le développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. L'atelier était présidé par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, avec la participation des représentants du système des Nations Unies à Djibouti, dont la FAO, de la coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, des parlementaires et des responsables des institutions étatiques. L'atelier a vu la participation du président honoraire de l'Alliance, M. Dileta Mohamed, ancien Premier ministre de Djibouti. La mission de l'Alliance parlementaire consiste à composer à tous les représentants des régions des différentes sensibilités politiques présents à l'Assemblée nationale, permettra de déployer tous les efforts possibles pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Le lancement officiel de l'Alliance parlementaire djiboutienne contre la faim et la malnutrition, dont la discussion était en cours depuis des ans. Pour avoir rendu possible cette alliance parlementaire et abriter cette journée au sein de l'Assemblée nationale. Mes remerciements vont également à l'endroit des parlementaires qui participent depuis le début de cette discussion aux différentes rencontres et ateliers régionaux. Cette alliance parlementaire que nous mettons en place aura pour mission de doter le pays d'outils légaux
lui permettant de mieux lutter contre l'insécurité alimentaire. Outre le caractère législatif, cette structure jouera aussi le rôle d'instance de plaidoyer vis-à-vis de l'exécutif afin de mettre en œuvre des politiques sociales pour appliquer les prescrits de la loi. Pour y parvenir, il faut au préalable non seulement les lois conçues, mais également des budgets publics adéquats et des cadres juridiques solides pour consolider les progrès et améliorer les systèmes alimentaires. Écoutons à présent le président honoraire d'Ileta, Mohamed Ileta. Parlementaire qui sera formé à l'issue de cette réunion témoigne en effet de l'engagement appuyé des élus du peuple que nous sommes en faveur de l'éradication de ces fléaux vieux comme le monde. Notre pays fait face à un défi alimentaire et nutritionnel devenu une préoccupation majeure au fil du temps. Les données nationales disponibles sur la sécurité alimentaire et la malnutrition touchant les plus jeunes relèvent à cet égard un niveau global de malnutrition élevé. Pour répondre à ces défis, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a très tôt engagé des mesures nécessaires à travers la mise en place d'un cadre juridique, politique et institutionnel approprié. Le rôle essentiel du législateur dans la lutte contre la faim et la malnutrition n'est plus à démontrer. C'est le fruit d'une décennie d'expériences positives tirées des meilleures pratiques parlementaires menées dans de nombreux pays. Notre engagement en tant que parlementaire ne doit pas se résoudre uniquement à initier les réformes normatives et budgétaires relatives à la lutte contre la faim et la malnutrition et assurer le suivi des actions gouvernementales. En tant qu'acteur politique de premier rang, notre mission est avant tout de promouvoir la prise de conscience du défi qui nous interpelle à tous les niveaux de la société. Et ce travail commence ici, dans cet hémicycle, à travers la tenue régulière des séances d'information à l'endroit de nos honorables collègues, particulièrement aux nouveaux élus lors du renouvellement de législative. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a prononcé un discours où il a souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants de la FAO à Djibouti et à l'ensemble des représentants des systèmes des Nations Unies, dont Mme Barbara Melzi, dont la présence apporte à l'atelier un élan et un appui d'une grande valeur. Et c'est aussi un encouragement à poursuivre et à concrétiser la mise en place d'une alliance parlementaire djiboutienne pour lutter contre la faim et la malnutrition. Écoutons son extrait. C'est pour moi un plaisir et un honneur de mettre en place notre alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et la nutrition au sein de notre institution. Par cet acte, notre pays devient le 5e pays membre de l'Alliance parlementaire d'Afrique de l'Est. La composition de l'Alliance représente toutes nos régions ainsi que les différentes sensibilités politiques présentes à l'Assemblée nationale. Notre alliance doit déployer tous les efforts possibles pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, comme le préconise l'ODD numéro 2. Il nous incombe, à travers l'Alliance, de soutenir davantage le renforcement des moyens d'action des coopératives agricoles qui jouent un rôle essentiel dans le développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Notre pays est assez vulnérable dans ce domaine et la politique agricole ne répond dûment pas à ce jour aux besoins quotidiens de nos populations. C'est pourquoi il me paraît important que les élus du peuple ayant la capacité de légiférer, d'assigner le budget national et de veiller à la bonne gouvernance de l'exécutif se saisissent de cette question pour influencer le gouvernement afin qu'il adopte une politique populaire qui répondent parfaitement aux attentes des couches les plus vulnérables. C'est pourquoi il convient donc à nous, élus du peuple, d'orienter la politique du gouvernement pour éviter une dépendance excessive à l'égard des importations afin de privilégier l'investissement dans la production alimentaire locale en vue de renforcer leur capacité de résilience. En outre, j'exhorte le bailleur de fonds à soutenir le développement de l'agriculture principalement par l'intermédiaire des conseils régionaux qui sont en contact permanent avec les petits exploitants agricoles et avec les différentes exploitations familiales.
De même, les différents bailleurs de fonds doivent apporter leur appui pour que les agriculteurs bénéficient de formations, de suivis ainsi que des conseils techniques. Par ailleurs, je vous encourage à aller davantage sur le terrain et à servir du relais entre tous les acteurs. Vous avez un rôle important à jouer et je compte beaucoup sur vous pour accompagner davantage les populations dans cette transition. Il est nécessaire de réfléchir avec les populations elles-mêmes sur des moyens efficaces de les retenir dans leur milieu et de créer une agriculture intégrée qui leur permettrait d'obtenir une autosuffisance alimentaire ainsi qu'une source de revenus intéressante. L'amélioration de l'alimentation et de la nutrition exige un effort collectif. Le combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle est une cause juste, car c'est une nécessité pour l'humanité. Autre actualité nationale, la première présidente, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, de la Cour des comptes, a tenu une audience dans le cadre de la rentrée des bilans de contrôle des agents de la Cour des comptes, en présence du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Bahdon, du ministre du Budget, Abdoukarim Ancher, du vice-président de l'Assemblée nationale, du médiateur de la République, Dr Issar Ousmane, et de nombreux magistrats. La Cour établit un rapport sur le projet de loi de règlement, une déclaration générale de conformité en vue de permettre au Parlement d'apprécier l'action du gouvernement en matière de gestion des opérations financières de l'État. Le rapport sur l'exécution des lois ainsi que des finances rend compte à l'exécution de ces opérations et apprécie leur régularité. Il donne la situation financière de l'État au terme de la gestion de contrôle. La déclaration générale de conformité est établie au vu du compte de gestion et des comptables de l'État, du compte général de l'administration des finances et du compte administratif de l'ordonnateur. L'institution supérieure de contrôle des finances publiques saisit cette opportunité pour souligner l'importance et la reddition des comptes aux fins d'instaurer une bonne gouvernance financière, telle que requis par les principes fondamentaux de la comptabilité publique. Pour plus de précision, écoutons les discours de la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim. L'exécution de la loi de finances et de rapports publics que nous avons produits incessamment ces dernières années, ces deux rapports s'inscrivent dans les missions de conseil et d'information qui contribuent à la transparence et à la sincérité des finances publiques. Les produits qui alimentent les rapports publics de la Cour des comptes sont aujourd'hui des rapports de contrôle administratif. Néanmoins, ils relatent les principaux défis que Madame le procureur a à juste titre rappelés, je dirais, la vérification de l'administration centrale en général, comme ceux du secteur des établissements et entreprises publiques, a mis en exergue des difficultés liées à la reddition des comptes, à la bonne application de la loi, à la maîtrise du périmètre des justiciables en général. Écoutons à présent le ministre de la Justice lors de l'audience dans le cadre de la rentrée des bilans de contrôle des agents de la Cour des comptes. Aujourd'hui, notre institution de contrôle des finances publiques peut rivaliser avec les institutions de contrôle qui existent de par le monde, car elle exerce ses prérogatives en toute autonomie. Par ailleurs, la Cour des comptes entretient des liens avec le ministère de la Justice, car nous sommes tous au service du droit, de la justice et de nos concitoyens. La Cour a des défis à relever. Elle s'y prépare en s'entourant de l'expertise nécessaire pour y parvenir. Elle a accompli en l'espace de quelques années des efforts considérables, en produisant régulièrement des rapports accessibles, en émettant des recommandations et en s'attelant à l'élaboration d'un code de déontologie. Le travail fait montre un investissement professionnel total dans la mise en œuvre des missions que le législateur lui a confiées. Nous l'en félicitons. Toutefois, la Cour des comptes, dans chacun de ses rapports, émet des recommandations et fait part des obstacles qu'elle rencontre. Il nous appartient donc de faire en sorte, d'une part, que ces recommandations soient suivies d'actes et lui permettre d'être opérationnelles et efficaces d'autre part, afin que les obstacles soient levés. Pour cela, elle a besoin de l'implication de toutes les parties prenantes. Un mandat lui a été confié et des attributions lui ont été données, mais par-dessus tout, elle a besoin de la coopération de toutes les administrations et entreprises publiques. Pour gagner la confiance de nos concitoyens, la Cour des comptes a besoin de pleinement exercer les missions qui lui ont été confiées. L'implication de tous est une nécessité absolue pour une plus grande lisibilité, visibilité et crédibilité de ces travaux.
Ces institutions ont des ambitions, celle d'être en adéquation avec les cours de compte des pays du monde et surtout de répondre aux objectifs de développement durable. Cette audience solennelle, Madame la Présidente, est l'occasion de rappeler qu'il faut un renforcement de relations avec la Cour des comptes, avec toutes les parties prenantes institutionnelles et non institutionnelles, internes et externes, pour la promotion de la bonne gouvernance, l'assainissement des finances publiques et l'amélioration de la gestion des ressources de l'État est primordiale. Autre nouvelle du pays, l'Institut supérieur des sciences de la santé a organisé aujourd'hui pour la deuxième fois une journée porte ouverte dans le but de connaître les professions de santé et de créer des vocations chez les jeunes Djiboutiens. Cette journée de porte ouverte s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, au secrétaire général du ministre, du conseiller du ministre, Dr Fahmi Ahmed, et la directrice de l'Institut supérieur de la santé, Mme Nadira Abdallah Yahya, et ses proches collaborateurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Nabil Mohamed, a reçu les explications sur les différentes professions et sur les différentes professions dispensées par l'ISS et tous les équipements pédagogiques appropriés pour la formation, rappelant que l'Institut supérieur de la santé s'est doté depuis 2015 d'un centre de simulation qui répond à une méthodologie précise de l'enseignement. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Nabil Mohamed Ahmed, s'est dit réjoui de ce qu'il a pu constater sur place. Il a tenu à remercier le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, pour son soutien à la formation et au renforcement des capacités des ressources humaines. Nous l'écoutons. Donc suite à cette visite ce matin qui porte sur les journées portes ouvertes de l'Institut supérieur des sciences de la santé, je peux tout d'abord, en premier lieu, féliciter les organisateurs, la directrice et ses collaborateurs pour le travail réalisé. Nous pouvons déjà évaluer l'évolution de cette institution par la qualité. Je vais commencer d'abord par la qualité des hommes et des femmes qui travaillent ici, que ce soit les encadrants mais également les étudiants. Il n'y a pas que le savoir qui est transmis dans cette institution, mais également le savoir-faire. Et j'ai pu le constater moi-même à travers les étudiants avec lesquels j'ai discuté, qui m'ont fait la présentation de leur formation. La deuxième chose que j'ai pu constater, c'est l'importance des équipements disponibles aujourd'hui. Elles correspondent à notre volonté et à la vision de chef de l'État de non pas seulement former les gens dans une spécialité, mais également leur donner une spécialité complémentaire qui est le numérique. Et aujourd'hui, donc, on travaille à ce que toutes les formations dispensées dans cet institut, les étudiants puissent avoir accès aux salles de simulation qui allient à la fois la formation et les aspects numériques dans cette formation. Le troisième élément qui me semble important aujourd'hui, c'est le nombre de filières qui sont dispensées. 13 filières sont dispensées. Elles correspondent à couvrir tous les besoins aujourd'hui actuels en matière de santé dans notre pays. Ces filières passent bien sûr du laborantin qui va faire les analyses sanguines avec tous les outils nécessaires, mais également une évolution dans la formation en passant par l'échographie, l'anesthésiste et un certain nombre d'ambulanciers, mais également les aides-soignants. Et j'ai pu constater par moi-même que ces étudiants sont aujourd'hui très bien formés et qu'ils correspondent je dirais, à cette évaluation que nous voulons faire de la qualité, et nous avons constaté qu'il y avait une très bonne qualité dans cette formation. Ce que je voudrais souligner, c'est que c'est le dernier point et le quatrième, c'est que nous œuvrons avec le personnel de l'Institut des sciences de la santé de faire de cet institut un centre régional dans la formation par simulation. Nous disposons de 4 mannequins opérationnels dans ce domaine, mais nous souhaitons également nous équiper davantage et mettre en place une nouvelle structure, un nouveau bâtiment pour que ce centre soit opérationnel dans les meilleurs délais. Le secrétaire d'État chargé à la décentralisation a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple une réunion préparatoire de l'atelier technique sur l'harmonisation des traductions de mots et expressions techniques de l'administration de nos langues nationales, prévue très prochainement et qui sera plutôt traduit par l'élaboration d'un outil référentiel partagé et pratique, couvrant divers domaines, et devant permettre l'amélioration de la communication entre les institutions de l'État et les citoyens. Dans un mot d'introduction,
Le secrétaire général du secrétariat d'État à la décentralisation, Mohamed Issi, a tout d'abord remercié les participants pour leur présence à cette réunion préparatoire. À l'endroit au but, il a rappelé que par la transversalité de la thématique de la décentralisation, le secrétariat d'État chargé à la décentralisation travaille avec presque l'ensemble des partenaires départements ministériels pour coordonner le déploiement sur le terrain et la feuille de route de la politique en la matière d'une proximité accrue avec les citoyens récipiendaires de l'action gouvernementale. Il explique qu'en matière de la communication, le secrétariat d'État à la décentralisation qui coordonne surtout dans les régions les activités des ministères sectoriels et techniques, partager avec dernière les difficultés opposées par l'absence d'un outil référentiel. Beaucoup de termes techniques tels que changement climatique, biodiversité, pollution, gaz à effet de serre, couche d'ozone, sont des termes très techniques qu'on a du mal à traduire en Afar ou en Somalie. Donc nous allons soumettre la liste de ces termes techniques à la commission des experts qui va trouver des traductions ou des équivalents en langue locale. Et il est important, pour pouvoir communiquer avec la population, pour pouvoir faire passer le message, d'avoir des traductions appropriées des termes techniques. Donc c'est un travail très important que le ministère de la décentralisation a engagé afin de permettre à tous les départements techniques de communiquer correctement avec les populations. Éducation, cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé un séminaire sur le décrochage scolaire le 16 et le 17 février au CFFF. Ont participé à ces travaux de 2 jours les chefs d'établissement des régions, tout ordre d'enseignement confondu, les inspecteurs des 5 régions, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des parents, des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de l'éducation. Les participants ont débattu sur les causes du décrochage et ont avancé des solutions endogènes. Cet atelier conduit par le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussayabe, accompagné par des conseillers techniques du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Hamoud, qui s'inscrit dans la politique du MELFOP, qui consiste à renforcer les capacités de son personnel pour rendre plus efficace l'offre éducative. Il faut rappeler qu'il a été insisté durant les 2 jours que même si le phénomène n'est pas très criant dans nos établissements, par ailleurs, il est prévu après l'atelier de disponibilité un livret qui aidera les professionnels à répondre efficacement aux situations qui mènent vers le décrochage. L'élève ou les parents. Comme ça, la réflexion va être basée sur les causes aujourd'hui. Cette réflexion se déroulera sur 2 jours, aujourd'hui et demain, et que on fait un travail d'atelier qui consiste à chercher les causes du décrochage scolaire. Et Inch'Allah, demain, on va chercher les conséquences et les solutions à apporter pour ce décrochage scolaire. Comment on peut aider les enfants à ne pas quitter l'école. Voilà, l'enfant djiboutien. Merci. Le Palais de la Justice a abrité aujourd'hui une cérémonie de prestation de serment de notariat. Cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée devant la Cour d'appel et en présence du présidente de la Cour d'appel, des juges de l'autre cour et des ténors du barreau local. Conformément à l'article 23 de la loi portant statut du notariat, Mme Hawa Ahmed Dini a prêté serment de remplir ses fonctions de notaire avec l'exactitude et propriété. Et ainsi, en présence des membres de sa famille et les membres de la famille judiciaire, Mme Hawa Ahmed Dini est agréée en exercer la profession de notaire. Rappelons que Mme Hawa Ahmed Dini est titulaire d'un Master 2 en droit des affaires internationales et européennes à l'Université de Caire en Égypte, obtenu en 2010. Elle fut nommée magistrat au siège juge auprès du tribunal de première instance en 2012. Ensuite, elle a été promue conseillère à la Cour d'appel en 2016, pour ne citer que cette partie du parcours professionnel. Enfin, Mme Hawa Ahmed Dini, récemment agréée par décret par M. le Président de la République, a exercé la profession de notaire par la création d'un 19e office de notaire en République de Djibouti. Et dans l'actualité internationale,
en Afrique. Je vous le disais dans le titre, Pompeo sera au Sénégal pour le début de sa tournée en Afrique. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré à Dakar que les États-Unis veilleraient à faire ce qu'il faut en Afrique tout en laissant ouverte la question d'un éventuel retrait des troupes américaines. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est en tournée diplomatique en Afrique. Lors de sa première étape au Sénégal à Dakar, le secrétaire d'État américain a promis que les États-Unis veilleraient à faire ce qu'il faut, notamment au Sahel, confronté aux violences djihadistes. Mike Pompeo a rappelé que le niveau des forces déployées en Afrique était en cours d'examen au Pentagone. Il a souligné que la menace terroriste au Sahel concernait aussi les États-Unis. Des discussions sont également en cours avec le Sénégal en vue de poursuivre la formation des forces armées. Le diplomate américain a quitté le Sénégal dans la soirée et la rejoint l'Angola pour la suite de sa tournée africaine. Une tournée également économique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.